Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle crédit immobilier, on parle financement aujourd'hui. On est toujours en direct du salon Immotissimo et je suis avec Frédéric Guinamard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Transparence Courtage, Tout à fait. un cabinet de courtage indépendant et vous allez nous donner toutes les ficelles pour bien préparer son financement. C'est vrai que c'est la première chose à faire quand on envisage une acquisition, c'est de se dire comment bien préparer son dossier de financement. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de rencontrer sa banque ou son courtier pour définir le budget d'acquisition. On se fait parfois de fausses idées, ou on va sur Internet avec des calculateurs. J'ai énormément de clients qui ne savent pas définir leurs propres revenus qui sont pris en compte par les banques. Alors c'est quoi ce revenu ? C'est le revenu... C'est le revenu imposable, mais le problème c'est que le revenu imposable, on ne le connaît plus trop puisque on est prélevé à la source. On est prélevé à la source, on a parfois une mutuelle d'entreprise, on a parfois des revenus qui ne sont pas pris en compte par les banques. Je pense aux camionneurs qui ont des primes de panier, qui ont des primes de déplacement qui ne vont pas être prises en compte par les banques. On a des tickets restaurants, etc. Donc nous on vient recomposer ce revenu annuel qu'on redivise par 12 pour avoir une vraie idée du revenu qui sera pris en compte par la banque et qui nous permettra de calculer l'endettement de notre client et sa capacité à l'emprunt. Et alors là, on est toujours sur le ratio de 30%. Alors on est sur un ratio qui a évolué. Donc, le Haut Conseil de stabilité financière a défini 33% en février. Il est revenu à 35% assurances comprises au mois d'août. Donc on se base sur 35% d'endettement pour dire de pouvoir ouvrir un dossier avec quelques exceptions. Alors, ça ne veut pas dire que si on a 35%, on aura forcément notre prêt, puisqu'il y a les notions de reste à vivre qui sont prises en compte aussi, et les notions de saut de charge, c'est-à-dire la différence entre votre mensualité future et votre loyer actuel. Un banquier qui voit qu'une situation est tendue avec 500 € de loyer et un loyer futur qui passe à 1 000 € a le droit de refuser de prêter à ce client qu'il juge un peu trop fragile pour assumer une telle mensualité. Alors c'est important, j'imagine, de prendre le temps de préparer son dossier en amont aujourd'hui, alors que les banques sont de plus en plus frileuses et en tout cas contraintes par le HCSF. Alors elles sont contraintes par le HCSF, elles ont aussi beaucoup de volumétrie, donc quand on a beaucoup de volume, on choisit les meilleurs dossiers, c'est logique. Donc forcément, il faut qu'on rende le dossier le plus sexy possible. Et notre but au cabinet, c'est de pouvoir monter un dossier extrêmement précis, extrêmement complet, pour ne pas avoir un a priori négatif de la banque. On conseille à tous nos clients d'être extrêmement vigilants sur la période qui précède leur acquisition. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident sur les comptes. On oublie de faire un virement et on a un rejet de chèque ou une commission d'intervention. Ça va créer quelque chose de négatif en termes d'image pour la banque. Je conseille beaucoup de jeunes aussi sur, attention, le poker en ligne, les jeux en ligne, BetClick, etc. Ça peut générer, alors que c'est des toutes petites sommes, mais qui sont assez répétées sur un relevé de compte, ça peut générer un a priori négatif de la banque en disant « Oh, j'ai un profil joueur, il va me planter, etc. » Donc il faut vraiment être vigilant sur... C'est pas des signaux positifs. Voilà, il faut générer des signaux positifs. Il n'y a rien de plus impudique qu'un relevé de compte. On peut savoir si vous mangez des burgers tous les jours, on peut savoir où vous allez en vacances, ce que vous faites comme loisir. Donc, mettez-vous systématiquement dans la peau de quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui va analyser votre dossier sans savoir si vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de moins bien. C'est affreux ce que vous dites, c'est la transparence dans tous ces excès. Il n'y a rien de plus impudique qu'un relevé de compte. Donc oui, effectivement, mais c'est à l'emprunteur de faire en sorte d'avoir le meilleur dossier qui soit. C'est la vie. Quand vous passez un entretien d'embauche, vous n'allez pas donner tous vos défauts et tout ce qui ne va pas chez vous. Vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. C'est exactement la même chose quand on présente un dossier de prêt immobilier, bien évidemment dans le respect absolu de l'honnêteté sur les revenus, sur les fiches de paye, sur les documents qu'on fournit. Il est hors de question de falsifier quoi que ce soit. Par contre, une belle présentation, une belle photocopie, comme on en discutait au préalable avant de commencer cette interview, j'ai des clients qui m'envoient la photo sur une table en formica avec la patte du chien et la tache de café. Ça connote quelque chose d'assez négatif et nous on est là pour mettre du blanco, pour enlever la tache de café, faire un beau scan et pouvoir avoir un dossier des plus sexy possible. Combien de temps avant l'acquisition il faut s'y prendre, du coup venir vous voir par exemple pour prendre conseil, mettre tout ça à plat? Alors la première chose à faire, c'est de venir nous voir pour définir un budget. Nous, ça permet d'éclairer sur la
démarche bancaire dans sa continuité, qui va de la première visite avec la proposition de prix jusqu'à la remise des clés au moment du passage chez le notaire. Et toutes ces étapes-là, il est important d'avoir connaissance de leur déroulement. Je visite un bien, je dois faire une proposition, à quoi ça m'engage. Derrière, il y a un compromis, sur quoi dois-je être vigilant, quelles sont mes obligations, quelles sont mes possibilités de rétractation, à quel moment je suis engagé avec la banque, quelles seront les contreparties qui seront demandées. Et nous, on va l'accompagner sur tout ce déroulement. Quant à la constitution du dossier, dès lors que les clients ont une adresse et un prix, avant même la signature du compromis, ils peuvent venir nous rencontrer. On peut travailler un dossier dès lors qu'on connaît l'adresse et le prix. Parfois, lorsqu'on fait une proposition acceptée par le vendeur, il y a un temps qui est nécessaire à la rédaction du compromis. Nous, ce temps, on essaie déjà de l'optimiser pour aller chercher des conditions bancaires, notamment en ce moment. On est sur une phase de taux ascendant. Donc, si on peut bloquer un taux en évitant l'augmentation suivante, ça nous permet de gagner quelques milliers d'euros au bout du compte, au niveau du coût total du crédit. Et quels sont les profils dont les banques raffolent ? Les profils dont les banques raffolent, alors ça a changé un petit peu, c'est amusant que vous me posiez cette question parce que j'en discutais hier avec le grand directeur d'une très grande banque nationale. Les profils qui étaient recherchés avant cette discussion d'hier, c'est les profils les plus aisés, donc des gros revenus, faible endettement, profession libérale médicale, ça c'est beaucoup d'appétence là-dessus. On a une vraie réalité d'intérêt sur ce type de clientèle, des gens qui ont des possibilités de placement, voilà. Et hier, en discutant, les profils maintenant qui intéressent de plus en plus les banques sont les profils en devenir. Un jeune interne en médecine, un ingénieur qui était en apprentissage et qui vient d'être titularisé, qui va être monté sur une grosse boîte, etc. C'est des profils qui intéressent. Mais également les tranches médiums, des gens qui gagnent bien leur vie mais qui ne sont pas non plus des gens extrêmement fortunés. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des gens qui vont être monobancarisés, donc qui ne vont pas aller chercher plusieurs banques, qui vont être fidèles à leur banque, qui vont avoir une capacité à souscrire les produits de la banque, que ce soit en placement, que ce soit en assurance, etc. Et donc on aura une multidétention, plus de fidélisation. Donc ils sont en train de revenir sur des tranches de revenus un petit peu médianes, plutôt que d'aller chercher les très gros, puisque le très gros va avoir son copain qui est assureur qui va lui faire ses placements, va systématiquement négocier pour avoir tout gratuit, une carte bleue gratuite, va négocier pour avoir, dès qu'il a des frais, pour ristourner ses frais, etc. Il va être plus enquiquinant. Il va être plus enquiquinant, plus exigeant et surtout, il faut... Plus volatile. Pas forcément volatile, mais l'intérêt d'une banque, c'est de générer du PNB sur un client. Donc, c'est normal, il faut un travail commercial et il y a donc une rentabilité sur un client. Ils se rendent compte que la pérennité de la relation avec un client moyenne gamme est plus intéressante et a plus d'intérêt financier et en termes de relations aussi. Il y a effectivement peut-être moins de chronophagie et du coup ça permet d'optimiser cette relation et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus serein sur la durée. Bon, mais en tout cas, c'est très intéressant. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs qui ont des revenus moyens. Oui, non, mais c'est... Alors, voilà, des revenus moyens, ça veut trop rien dire, mais il y a des tranches, des segments de revenus qui sont intéressants. Dans tous les cas, pour emprunter, de toute façon, il faut une situation stabilisée professionnelle. Et après, c'est à nous d'aller chercher des solutions sans aucun a priori sur la qualité et la nature des revenus de nos clients. Nous, on prend tous les clients et on s'intéresse à tous les dossiers avec le même engagement, quel que soit le profil de nos clients. Ben tiens, les auto-entrepreneurs, vous les prenez aussi ? Alors les auto-entrepreneurs, moi je prends tout. Après, c'est pas moi qui finance, ce sont les banques. Donc je défends tous les dossiers défendables. Un auto-entrepreneur, beaucoup de courtiers ne savent pas calculer les revenus des auto-entrepreneurs. Le revenu qui est pris en compte par les banques est le revenu imposable, avec des abattements qui sont différents suivant la nature de l'auto-entreprise. Si c'est dans le service, s'il y a de l'achat de matériaux, etc., on a différents abattements qui s'imposent. Nous, on calcule effectivement les revenus pris en compte par les banques qui serviront d'assises à l'endettement et donc qui permettront de prêter. On a deux choses qui sont analysées par les banques, c'est l'ancienneté de cette auto-entreprise. Donc l'ancienneté de l'auto-entreprise, il faut 3 ans, comme dans toute entreprise indépendante, pour pouvoir avoir un recul sur les choses, sauf cas particulier. On a par exemple des infirmières
actuellement qui se mettent en auto-entreprise. Là, il y a plus d'appétence des banques sur ce type de profession, puisqu'on sait qu'il y aura aucun risque d'absence de boulot, à part si on n'est pas vacciné contre le Covid. Mais sinon, logiquement, il y a une pérennité sur ce type de profession. Donc la nature de la profession est aussi très importante. Merci beaucoup Frédéric Guinamard. Je rappelle que vous êtes fondateur de Transparence Courtage. Vous êtes installé à Valenciennes. Valenciennes et Roubaix. Le siège social est à Roubaix. J'ai une deuxième agence à Valenciennes et on travaille sur tous les Hauts-de-France, sur d'autres régions dans des cas un petit peu atypiques. Merci à vous. Je vous en prie.